Le 8h30 politique de France Info, dernier épisode de la semaine, bienvenue à tous. Bonjour Marcelo Westfred. Bonjour à vous. Journaliste au service politique du Figaro. Notre invité du jour, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous avez passé l'été sur les bancs de l'Assemblée. Et comme on aime, on ne compte pas, comme on dit. Vous allez prolonger le plaisir de quelques jours, cette session parlementaire à rallonge. Est-ce que ça vous agace, comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui l'a exprimé à plusieurs reprises? Ça nous agace. Vous ferez remarquer qu'on a bien fait notre travail, on est bien apparu. Et je crois que la question n'était pas est-ce que vous avez mal fait votre travail. Je réponds donc. Non, mais c'était pas ça. Mais ça nous agace, mais en même temps, on s'en est bien servi. Bon, c'est déjà au moins quelque chose qui n'était peut-être pas dans les prévisions d'Emmanuel Macron, mais enfin, au moins, il a une opposition cohérente en face de lui. Bon. Sinon, ce qui nous agace surtout, c'est de passer des ordonnances en plein été sur la loi travail, qui est une loi de destruction massive du Code du travail, de finalement faire une toute petite loi ordinaire qui, de moralisation de la vie publique, est devenue de confiance dans la politique, tellement chacun pourra constater qu'on n'a pas été très très loin par rapport au grand projet que nous présentait Emmanuel Macron. Bon voilà, il n'y avait peut-être pas besoin de séance extraordinaire vous savez qu'il y a tout ça. Vous savez qu'il y a une séance extraordinaire, une session extraordinaire à chaque fois, après chaque présidentielle. Vous pouvez comprendre que ça peut choquer l'opinion publique d'en faire un thème politique, revendicatif, le fait de partir en vacances avant la fin de la session. Je ne sais pas ce que dit l'opinion publique. Moi, ce que je vois, c'est le soutien que nous avons et des gens qui nous disent on vous remercie de résister, on vous remercie de la place que vous tenez. Vous savez, on peut dire à un moment donné, nous ne sommes pas d'accord avec le fait de passer par ordonnance la loi travail, nous ne sommes pas d'accord avec donc les le travail mesures qui s'avancent, mais en même temps, bien faire notre travail parlementaire, c'est ce qu'on a fait jusqu'au bout. Vous serez là, vous, le 9 août? Non, moi je ne serai pas là le 9 parce que, vous savez, je vous explique, parce que on fait une rotation de groupes, tous les autres groupes ont fait, sauf nous. Nous, on a tenu à être là tous, à 17, pendant toute la loi travail. Je pense qu'on doit avoir le seul président de groupe qui a été tout le temps là, parce que les autres, on les a cherchés, y compris M. Ferrand la semaine dernière, au moment où on discutait soi-disant de cette fameuse très grande loi sur la confiance dans la vie politique. Je pense que chacun reconnaîtra, il suffit de regarder d'ailleurs, vous savez, des petites courbes très intéressantes de l'activité des députés. Donc tous les députés de France Insoumise sont très en tête. Donc je vous rassure, on n'a pas de complexe à un moment donné à se dire que pour une séance le 9, qui va être celle d'une journée uniquement due pour des problématiques constitutionnelles, parce que le texte d'une loi organique. Oui, le vote définitif d'une loi organique, mais qui a été voté hier, qui donc va plus être modifié. Maintenant, il va y avoir un retour. Et donc, nous serons le nombre nécessaire, vous inquiétez pas, et nous serons même proportionnellement certainement plus importants que les autres groupes. Alors, je vais vous laisser répondre à ce commentaire de l'une de vos collègues représentantes d'En Marche, c'est Aurore Berger. Je suis pas comme Jean-Luc Mélenchon qui chaque semaine fait une vidéo pour dire chaque semaine il fait une vidéo pour dire qu'il n'a pas assez de vacances. On est là pour être au travail, c'est ça qu'on attend de nous, et pour être au travail tout de suite et obtenir des résultats. Donc je pense que honnêtement les états d'âme des parlementaires pour savoir s'ils auront assez de vacances, ça me paraît assez éloigné honnêtement de ce qu'on attend de nous. Faux procès ? Ouais, faux procès, parce qu'à un moment donné, on regardait les nombres de députés d'En Marche, et je vous dis, leur président de groupe qui n'était pas là, donc il faut arrêter. Bon, alors Berger est une spécialiste de ce type d'intervention. Je vous dis, on a bien tenu notre rôle tout le temps. Nous, ce que nous disons simplement, et nous ne voulons pas être démagogiques, nous disons qu'on doit... Toute personne doit à un moment donné reconstituer ses forces de travail. On a 2 campagnes derrière nous, on a très bien accompli toute cette séance extraordinaire, très très présent. Admettre qu'à un moment donné, pour mieux préparer la rentrée et s'opposer au projet de cette députée et de ses collègues sur la loi travail, on a besoin un peu de se reposer. Comme tous les Français, je pense que voilà, c'est admettre qu'on n'est pas des surhommes et des surfemmes, mais je pense qu'on joue très bien notre rôle de député. Avant d'évoquer la loi travail, un mot de cette loi de restauration de la confiance dans la vie publique. Vous l'avez déjà critiquée à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Vous dites loi. Je suis un peu ému. Ouais, vous parlez d'une loi cosmétique, c'est un terme que j'ai entendu. Ça veut dire que les avancées qui existent dans ce texte, elles ne comptent pas ? Si, elle compte, c'est pour ça qu'on n'a pas voté contre, on s'est abstenu. En même temps, elle compte. Voilà, ok, il y avait quelques brebis galeuses qui ont abusé. Attendez, laissez-moi finir. Qui ont abusé du fait d'avoir une somme forfaitaire de frais qui n'était jusqu'à maintenant pas vérifiée, du fait pour certains de la réserve parlementaire, d'autres, on le sait, très connus, et je crois que c'est ça qui a mis l'accent là-dessus, sur les questions de collaborateurs familiaux qui étaient fictifs. Donc c'est quand même des avancées. Donc on a résolu ces questions-là, mais excusez-moi, mais à un moment donné, prétendre que vous allez moraliser la vie publique, ne pas toucher à la question des lobbies, des conflits d'intérêts,
du pantouflage. Sur les lobbies, il est interdit maintenant de rémunérer grâce à nous. Des collaborateurs que les lobbies rémunèrent des collaborateurs de parlementaires. Vous avez raison, c'était un épisode intéressant de la semaine dernière, c'est qu'à un moment donné, et on espère que ça va se renouveler, les députés d'En Marche ont enfin désobéi au gouvernement et ont voté un amendement de l'opposition portant sur cette question. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce qu'ils demandent aux collaborateurs, c'est-à-dire de ne pas faire des missions de conseil en même temps que d'être collaborateurs, ils ne se sont pas appliqués sur eux-mêmes. C'est-à-dire que les députés aujourd'hui pourront continuer à leurs activités de conseil. À leurs activités de conseil, merci, excusez-moi, oui, j'ai besoin de vacances. À leurs activités de conseil qu'ils avaient précédemment. Pourquoi ? Parce que plusieurs députés d'En Marche ont des sociétés de conseil. Donc, ce qu'ils demandent pour les autres, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Et évidemment, chacun constatera qu'une activité de conseil où vous défendez l'intérêt particulier de société est contradictoire avec l'intérêt général que défendent les députés. Donc, OK, ils ont été à un certain moment, on a réussi à leur faire faire certaines petites avancées, mais franchement, par rapport au problème qui est celui du contrôle populaire, rien sur la révocabilité, rien sur les référendums d'initiative populaire, rien par exemple sur enfin de mettre le vote blanc. On était tous d'accord. Tous les groupes de l'opposition étaient d'accord. Ils nous disent on est d'accord, mais ce n'est pas le moment. Donc en fait, je vous le répète, c'est une petite loi presque technique, qui règle certains cas trop flagrants, mais qui n'a aucun cas une loi de moralisation de la vie politique. Elle ne s'appelle plus moralisation d'ailleurs. Bah oui, Édouard Philippe annonce une présentation des ordonnances et de la loi de réforme du Code du travail le 31 août en Conseil des ministres. Vous avez déposé un recours au Conseil constitutionnel contre ce passage par ordonnance. Déjà pourquoi ? Et ensuite, est-ce que c'est un miracle ? La gauche est unie sur ce recours ? Ça concerne tous les groupes d'opposition de gauche. Cette fois-ci, oui. Mais la semaine dernière, on a déposé un amendement tous ensemble avec des Républicains à notre initiative, jusqu'à France Insoumise, pour essayer de faire sauter le verrou de Bercy. Vous savez, cette juridiction spéciale. On en a largement parlé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va se donner, nous, France Insoumise, la possibilité d'être très pragmatique. Dès lors que sur le contenu, on est d'accord, on ne regardera pas avec qui on fait alliance si on peut faire avancer les choses. Là, il se trouve que c'est avec les groupes qui s'étaient opposés à la loi travail, donc effectivement, c'est les groupes dits de gauche, mais ça ne veut pas dire que nous essayons de renouveler une espèce d'union de la gauche. C'est pas ça qui est derrière, c'est le fait d'essayer d'obtenir que le Conseil constitutionnel accepte ce recours, qui est surtout sur la méthode. Nous, on estime qu'il n'y avait pas les conditions normales pour essayer, pour décider d'ordonnance, et c'est là-dessus surtout que nous portons notre recours. Éric Coquerel, vous restez avec nous encore quelques minutes. On fait un point sur l'actualité de ce vendredi avec Léo Chaput à 8h40. C'est le grand jour pour les fans du PSG. Le Brésilien Neymar arrive aujourd'hui à Paris. Son avion doit atterrir dans 40 minutes précisément à l'aéroport du Bourget. La superstar a signé hier son contrat avec le club. L'ancien attaquant du Barça, joueur de football le plus cher de l'histoire, sera présenté à la presse cet après-midi. Puis au public parisien, ce sera demain, avant le premier match de championnat de Paris face à Amiens. Le Venezuela s'apprête à vivre une nouvelle journée sous tension. L'opposition va de nouveau manifester contre le président Maduro qui doit inaugurer aujourd'hui l'Assemblée constituante, malgré donc la colère de la rue et les critiques de la communauté internationale. Et puis des températures autour de 40 degrés. La canicule persiste dans le sud. 15 départements sont toujours en alerte orange. Mais cette vague de chaleur devrait s'achever demain ou dimanche. France Info. Le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, est l'invité de France Info ce matin. Vous l'entendiez, l'actualité de ce jour se passe aussi au Venezuela avec l'installation prévue de cette assemblée constituante très controversée après l'élection de dimanche dernier. Vous la trouvez légitime, vous, cette assemblée ? Jusqu'à preuve du contraire, oui. On va voir ce que donne Jusqu'à preuve du contraire, le procureur général lui-même vient de dire qu'il fallait bloquer cette. Et on va voir s'il se trouve que cette constituante. S'il se trouve qu'il y a eu un problème sur le vote, on le dira nous-mêmes. Bon, pour l'instant, les choses ne sont pas encore sur place. Moi, j'observe qu'il y a quand même des organisations qui contrôlent les votes au Venezuela, comme la Fondation Carter, pour l'instant, qui n'ont pas le même avis. On va voir si à un moment donné. Attendez, laissez-moi finir. Si à un moment donné, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu un problème dans le vote, nous, vous savez, nous, ce que nous disons sur la situation au Venezuela, c'est qu'il ne faut pas être manichéen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté un dictateur et de l'autre côté le peuple. L'entreprise même qui organise le vote électronique parle d'une fraude de plus d'un million d'environ, d'une manipulation d'environ 1 million de voix. Voilà, exactement. Elle explique que le vote a été exagéré. Donc, on va regarder
Je pense qu'on va suivre comme vous. Moi, je n'ai pas plus d'informations. Je n'ai pas de contact avec le gouvernement du Venezuela. On va regarder comme vous ce qui se passe. Ce que je sais, c'est que nous avions plusieurs observateurs, par contre, de notre parti sur place, qui nous ont dit qu'il y avait eu un vote massif, des queues massives. On a des vidéos, on a des photos. Ils ont évolué librement parce que, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une dictature au Venezuela. Par contre, nous, on ne peut pas se satisfaire d'une situation dans laquelle il y a un risque de guerre civile. Donc, nous disons que le fait d'avoir tenté, et j'espère qu'ils l'auront réussi, on verra bien comment ça évolue, mais de sortir par les urnes d'un conflit dans lequel une partie de l'opposition, celle qui a toujours contesté l'élection de Maduro, n'hésite pas à, agir de manière quasi insurrectionnelle, nous fait dire qu'il n'y a pas d'un côté une dictature, de l'autre côté le peuple. D'un côté, il y a un pouvoir qui est installé, qui, on peut l'estimer éventuellement, manie la répression peut-être de manière dure, mais de l'autre côté, vous avez une opposition qui n'hésite pas à aller à l'insurrection, à balancer de l'acide sur des policiers, à brûler des militants chavistes, on le dit rarement, parce que dans les 100 et quelques personnes qui sont mortes, où on nous dit toujours « Ah, mais qu'est-ce que vous pensez de cela ?» C'est quand même scandaleux. Oui, c'est scandaleux, sauf qu'il y a des deux côtés. Parce que ça ne veut rien dire « on ». Le on nous dit... Les médias, c'est qui les médias? Par exemple, nous, à France Info, on a une envoyée spéciale depuis une semaine qui fait des reportages, en général, qui donne la parole à tout le monde, donc ce n'est pas « on », c'est pas alors, les médias. Je vous le répète, les médias qui nous interrogent. Les médias nous interrogent en général pour dire « Mais quand même, vous ne trouvez pas 100 et quelques victimes ?» Donc vous répondez les médias à des questions qu'on ne vous a pas posées sur France Info et à des reportages que nous n'avons pas diffusés cette semaine. Vous dites simplement, je vais vous faire écouter justement un témoignage d'un étudiant vénézuélien qui n'a pas de parti. Il est étudiant vénézuélien, nous l'avons rencontré, nous l'interrogeons et l'objectivité c'est de vous laisser répondre juste après. Voilà, on va écouter ce qu'est le on. C'est une dictature déguisée en démocratie. Le gouvernement essaye d'envoyer un message à l'étranger qui dit qu'on a le droit à s'exprimer, qu'il y a des élections ouvertes, mais quand vous êtes vraiment là-bas, vous vous retrouvez en face de situations qui sont complètement cachées. Je l'ai vécu moi-même. J'étais manifestant quand j'étais au Venezuela. La police souvent utilise des pistolets, des armes pour réprimer les manifestants. Et je précise, après cette intervention que nous avons donnée à plusieurs reprises cette semaine, la parole à des députés du parti de Nicolas Maduro. Celle que vous me donnez, c'est celle-là. Donc le on est c'est pour vous permettre d'y répondre. Le on est maintenant personnalisé. C'est Hannibal Torreabal, le jeune qui vient de parler, interviewé par France Info. Comme ça, au moins, on a les informations. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'entends sont à peu près toujours les questions qui nous sont posées, avec quelqu'un qui explique que c'est une dictature, et de l'autre côté, il y a le peuple qui est réprimé. Donc je vous réponds, puisque à cette interpellation précise que vous me faites, c'est puant, mais c'est à peu près la même chose qu'on nous fait à chaque fois. J'estime qu'il y a un pouvoir qui a été légitimement élu, qui a des problèmes économiques très clairs, dus notamment à la baisse du baril du pétrole, sur lequel est installée la rente pétrolière vénézuélienne, qui a été utilisée pour des dépenses de santé, d'éducation, etc. Tout le monde pourra le reconnaître, et c'est souvent des leaders de l'opposition arrêtés chez eux en pyjama à la veille d'une consultation. Donc, vous avez d'un côté ça, de l'autre côté, vous avez une opposition. Cette opposition, elle est multiforme. Vous avez une partie de l'opposition qui, j'allais dire, s'oppose de manière démocratique au régime vénézuélien et qui a même gagné pour partie la majorité à l'Assemblée nationale. Et vous avez aussi 2015, une autre partie de l'opposition, traditionnellement, qui a même été putschiste, parce que vous me parlez d'une des personnes arrêtées vis-à-vis de M. Chavez il y a quelques années, et qui estime que M. Maduro n'est pas légitime et que donc les manifestations peuvent atteindre un degré de violence où à certains moments, et c'est dommage, on ne voit pas ces images-là, mais on voit des policiers brûlés, on voit des gens, y compris des militants chavistes brûlés, non pas parce qu'ils sont militants chavistes au départ, mais aussi parce qu'ils sont noirs, parce que le racisme là-bas, ça existe. Et cette opposition-là, excusez-moi, pour moi, elle ne peut pas être amalgamée comme ça au peuple vénézuélien. Elle défend des intérêts de l'oligarchie des classes moyennes. Et derrière, je ne peux pas ignorer aussi que, comme par hasard, c'est au moment où M. Trump est de nouveau très offensif au nom des États-Unis. Vous croyez vraiment que c'est M. Trump qui est derrière ces insurrections ? Je crois qu'en Amérique latine, les États-Unis d'Amérique et les dans les années 70, depuis les années, mais vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, et Obama et Donald Trump sont à la manœuvre derrière pour fomenter une insurrection vénézuélienne. Je pense vraiment que c'est la priorité de Donald Trump actuellement. À aucun moment de l'histoire, les États-Unis n'ont lâché l'idée que l'Amérique latine était leur jardin et qu'ils devaient avoir un contrôle sur les pays, notamment ceux comme le Venezuela, qui ont une place, notamment parce qu'ils sont producteurs de pétrole, qui ont des régimes de gauche. Ils n'ont jamais admis ça et très souvent, ils ont agi, pas toujours de la même manière qu'en 70 sur Pinochet, même si dans l'opposition à Chavez, il y a des admirateurs de Pinochet, je vous fais juste remarquer au passage, les gens que vous défendez ardemment. Donc, je vous dis que les États-Unis sont à la manœuvre derrière, là-dessus, de manière efficace. Est-ce que ça veut dire pour autant,
que ça excuse si jamais il y a eu des malversations, par exemple, électorales. Est-ce que ça l'excuse? Est-ce que ça excuse toute opération de répression et qu'on pourrait dire, tout est permis parce que derrière, on peut penser que les États-Unis sont derrière? Non, je vous le dis non. Donc c'est pour ça que nous, on regarde et on essaye de regarder aussi avec les faits et pas seulement de regarder ce que nous donnent la plupart des médias vénézuéliens, puisque je vous le rappelle que là-bas, les médias sont libres et que la plupart sont depuis des années, sont contre Chavez et Maduro. Donc nous regardons ce qui se passe, nous essayons de nous faire une opinion et nous disons surtout, il faut essayer de s'en sortir par les urnes. Parce que sinon, c'est la guerre civile réelle. Et là, par rapport les événements que nous voyons actuellement ne seront rien par rapport à une véritable guerre civile qui dégénérerait au Venezuela. Encore faut-il que les élections soient libres, elles aussi. Un mot sur le rôle d'Emmanuel. Pour l'instant, elles le sont. C'est ce que je veux dire. Encore faudra-t-il, si ça passe par les urnes, que les élections soient libres. Un mot du rôle d'Emmanuel Macron dans ce dossier, parce qu'il y a eu une lettre écrite début juillet à Nicolás Maduro. La France peut être, selon vous, un pays qui joue un rôle d'intermédiaire pour sortir de cette crise? J'ai vu que Zapatero a voulu jouer Monsieur Bonzoffice entre le gouvernement vénézuélien et les secteurs, disons, démocratiques de l'opposition. Donc pourquoi pas? Après tout, Monsieur Macron est peut-être bien... a peut-être des entrées, parce que c'est un de ses conseillers qui était le conseiller de communication pour Havas de M. Maduro. Manifestement, ce n'était pas un dictateur à l'époque. Je suppose que Havas ne les aurait pas conseillés. Voilà. Donc peut-être qu'ils ont après tout, si M. Macron joue un rôle positif, pourquoi pas? C'est ce que vous attendez de lui, en tout cas? Écoutez, moi, je vais observer, je vais suivre ce qu'il veut dire comme M. Bonzoffice. Si c'est pour remettre en question la légitimité de Maduro et les acquis de la révolution chaviste, ça sera un problème. Si c'est pour essayer véritablement d'aller vers une issue pacifique, tant mieux. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous serez à l'Assemblée la semaine prochaine pour voter? Non, moi, je vous ai dit, moi j'assume de ne pas être à l'Assemblée. Vous assumez de ne pas être là? Mercredi, je ne serai pas là, comme... Vous savez, beaucoup de gens le font depuis une semaine à En Marche, y compris le président de l'Assemblée. Simplement, ils ne l'assument pas, ils ne le disent pas, ils ne sont pas sur les bancs de l'Assemblée. Voilà, nous, on assume la rotation, on le dit, parce qu'on n'a pas à avoir honte du rôle qu'on est en train de jouer à l'Assemblée, je crois. Mais il y aura certains députés de la France Insoumise qui largement le nombre de députés, vous inquiétez pas, qui sera là présents et que vous pourrez voir et interviewer. Et nous n'y manquerons pas dès la semaine prochaine. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France Info. Merci à Marcelo Vespa.